Aucun des sons que vous venez d'entendre n'était de la parole. Pourtant, vous avez toutes et tous pu en extraire une grande richesse d'informations. La première information que vous avez pu percevoir de ces sons, peut-être la plus primordiale, c'est que c'était des voix humaines. Des sons produits par l'appareil vocal d'un autre individu de votre espèce. Ça peut paraître anodin. Dans notre monde rempli de voix, on entend tous les jours des milliers, mais si vous êtes perdu en forêt ou en montagne, entendre une voix humaine peut vous sauver la vie. Au-delà, vous avez pu percevoir bien d'autres informations sur cette personne, des indices sur cette personne. Par exemple, levez la main si vous pensez qu'il s'agissait d'un homme. Une femme? Si vous ne savez pas, bravo. Autre exemple. Est-ce que selon vous, cette voix provenait d'un adulte? D'un bébé? Si vous ne savez pas, bravo, vous êtes tous très bons. Dernier exemple. Est-ce que selon vous, c'était un cri de joie? Un cri de peur? Ouais, vous êtes tous excellents. Très bonne audience. Ceci dit, si vous avez eu quelques problèmes avec ces tests, si vous avez des problèmes des fois à reconnaître votre mère ou votre fils au téléphone, s'il vous plaît, venez me voir après le show, on cherche des patients pour nos expériences. Bref, même sans aucun mot, même dans des sons très courts, nous sommes tous capables d'extraire énormément d'indices de la voix des personnes. La voix est bien plus que juste le support de la parole, c'est un véritable visage auditif que nous sommes toutes et tous experts à décoder. Alors, qu'est-ce qui nous rend si experts en voix? Il se trouve que vous avez toutes et tous, dans le cerveau, des aires de la voix. Des régions apparemment spécialisées dans l'analyse de cette catégorie bien particulière de sons, les voix humaines. Pour mettre en évidence ces régions, les chercheurs utilisent une technique qui s'appelle l'IRM fonctionnel. Imagine, on vous allonge dans un étroit tunnel au sein d'un énorme aimant qui génère un champ magnétique 10 000 fois plus fort que celui de la Terre. Et rassurez-vous, on sent presque rien. On entend juste des sons étranges qui viennent des vibrations de l'aimant et qui permettent de mesurer votre activité cérébrale sans avoir rien besoin de vous injecter. Car nous avons tous et toutes dans le sang une molécule bien particulière qui, selon qu'elle porte ou non des molécules d'oxygène, a des propriétés magnétiques différentes. Il s'agit de l'hémoglobine. Si vous n'en avez pas, venez me voir à la fin du show. Grâce à l'hémoglobine, on est capable de mesurer très précisément l'oxygénation de votre cerveau, qui est un index indirect de l'activité de vos neurones. Une fois que vous êtes installé dans cet étroit tunnel, on vous équipe avec un casque et on vous présente toute une variété de sons divisés en deux catégories bien distinctes. La première catégorie, des sons de voix de plein de personnes différentes, qui parlent des langages différents, ou qui toussent, qui pleurent, qui crient, qui rient. Bref, toute une variété de sons, mais qui sont clairement reconnaissables, comme de la voix. Comme comparaison, comme catégorie contrôle, on utilise des sons tout aussi complexes, tout aussi variés, mais des sons naturels, des sons industriels, comme de la pluie, du vent. Mais aucun son de voix. Alors, l'IRM fonctionnel
met en évidence que tous ces sons activent énormément votre cortex auditif, ces régions de chaque côté du cerveau dans lesquelles l'information auditive arrive. Mais en faisant la comparaison statistique entre la catégorie voix et non-voix, on voit apparaître les aires de la voix, des régions spécialisées qui répondent davantage aux sons de voix qu'aux sons non vocaux. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu ces aires de la voix. J'étais étudiant postdoctoral à l'Institut neurologique de Montréal, le fameux MNI fondé par le grand neurochirurgien Wilder Penfield. Et j'étais en train de regarder avec mon mentor Robert Zatoré les premiers résultats d'une étude qu'on venait de terminer. On essayait de reproduire dans le domaine auditif les résultats récents d'une équipe américaine qui venait de découvrir les aires des visages, des régions du cortex visuel apparemment spécialisées dans la perception des visages. Et on s'était dit, est-ce que la voix, ce visage auditif, n'aurait pas, elle aussi, ces régions cérébrales dédiées? Et on était assis, tard le soir, au sous-sol du MNI, à regarder les premiers résultats de l'étude. Et en regardant les cartes de différence voix-non-voix, on voit apparaître, participant après participant, des grandes zones d'activation, loin des régions habituelles, qui répondaient plus fortement au son de voix. Toutes ces régions étaient situées, pas dans le cortex auditif primaire, là où on a l'habitude de les voir, mais le long d'une grande région, un des sillons les plus profonds et les plus grands du cerveau, qu'on appelle le sillon temporal supérieur, qui contient dans sa berge supérieure et inférieure une vaste étendue de cortex, qui reste pour la plupart terra incognita. Et là, il me dit, je crois que tu es sur une piste. Et il avait raison, j'y suis toujours 25 ans plus tard. Car nous avons pu publier cette découverte avec plusieurs expériences contrôle pour nous assurer qu'il ne s'agit pas d'un faux résultat, d'une erreur, d'un artefact, dans une revue prestigieuse, Nature. Dans la vraie vie, c'est un peu comme faire la couverture de Time Magazine. Ça m'a permis d'être vite recruté comme professeur adjoint à l'Université de Montréal, puis comme professeur à l'Université de Glasgow, en Écosse. Et puis, 20 ans plus tard, je suis retourné au pays natal pour y continuer cette recherche, ici, à Aix-Marseille Université. Alors depuis, ces aires de la voix ont été étudiées par des milliers de scientifiques à travers le globe, et ça a donné naissance à un nouveau courant de recherche sur le cerveau vocal et sur les mécanismes neuronaux qui font de chacune et de chacun d'entre vous des experts en voix. On a observé ces aires de la voix chez des milliers d'individus à travers le monde, mais d'individus humains. Est-ce que ces régions sont uniques à l'humain, comme le langage? Après tout, plein d'autres animaux utilisent les voix pour communiquer, pour coordonner leurs activités sociales, particulièrement les primates, qui aussi vivent en grands groupes sociaux. Et leur excellente perception de la voix a été démontrée par plusieurs expériences. Dans l'une d'elles, les chercheurs ont caché dans des buissons un haut-parleur à proximité d'une troupe de babouins femelles dans la savane. Et ils ont joué le son d'un cri de détresse d'un des bébés d'une des femelles qu'ils avaient enregistré avant. En entendant le son, les singes, au lieu de regarder le haut-parleur, ont toutes tourné la tête vers la mère du bébé en question, montrant qu'elles avaient parfaitement reconnu l'identité du bébé et son état de détresse, et qu'elles attendaient de voir comment la mère allait réagir. Nous autres primates, quand on entend une voix, on n'entend pas juste un son, on entend une personne, son identité, son état affectif, son émotion. Rappelez-vous la facilité avec laquelle vous avez interprété les brèves vocalisations du début. Alors, est-ce que les singes ont eux aussi des aires de la voix dans le cerveau? Il se trouve que oui. Nous avons récemment, ici, à l'Université de Montréal, effectué de Aix-Marseille Université, une expérience dans laquelle nous avons scanné en IRM fonctionnel des singes macaques et des humains avec exactement le même protocole, de manière à pouvoir les comparer directement. Et nous avons pu mettre en évidence que les singes aussi
ont des régions qui sont situées dans des endroits similaires à ceux de l'humain, mais qui préfèrent les vocalisations de macaque par rapport aux autres sons. Des aires de la voix dans le macaque. C'est une découverte cruciale, parce que l'interprétation la plus parcimonieuse de ce résultat, c'est que le dernier ancêtre commun des humains et des macaques, qui était une créature qui a vécu il y a environ 25 millions d'années, devait avoir, sous une forme préliminaire, les précurseurs de ces aires de la voix. Ça implique une longue histoire évolutive du cerveau vocal. Ça veut dire que ces aires de la voix ne sont pas apparues avec nos ancêtres il y a quelques dizaines ou centaines de milliers d'années en même temps que la parole, mais qu'elles ont existé pendant des dizaines de millions d'années. Et ça nous permet de mieux comprendre comment était le cerveau de nos ancêtres quand justement ils ont commencé à utiliser la voix pour porter la parole et le langage qui nous rend uniques au monde.